Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une priorité fixée au plus haut niveau de l'État marocain. Il faut répondre efficacement à la rareté de l'eau. Sa Majesté le roi Mohamed VI suit de près l'évolution de l'urgence hydrique dans les différentes provinces et régions du royaume. Hier, le souverain a présidé dans ce sens au Palais Royal de Rabat une séance de travail autour de cette problématique de l'eau et ce, en présence des principaux concernés, à savoir les ministres de l'eau, de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Budget, ainsi que le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. La réunion a été l'occasion pour Nizar Baraka de présenter, l'état des lieux des ressources hydriques, et puis aussi l'état d'avancement des projets, et aussi le plan d'action d'urgence du département, donc de son département, du département de l'équipement et de l'eau. Et justement, au vu de l'urgence de la question, Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses instructions pour accélérer la cadence à plusieurs niveaux. Les chantiers des barrages, ceux d'interconnexion entre les bassins hydrauliques, les stations de dessalement de l'eau de mer, sans oublier le programme de réutilisation des eaux usées. Bref, l'action est pressante et multidimensionnelle. Elle nécessite aussi une communication transparente et régulière de l'exécutif, notamment sur la demande et les données sur l'offre des barrages, mais aussi celle des nappes phréatiques du royaume. Quid, par exemple, des chiffres sur les ressources déployées pour l'irrigation agricole. Le souverain a d'ailleurs appelé de ses vœux à assécher les foyers de gaspillage pour éviter une crise irréversible de l'eau, cette ressource vitale pour tout être sur Terre. Et pour représenter le ministère de l'Équipement et de l'Eau dans ce débat ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir la chargée de mission au sein de la direction de l'hydraulique au sein du ministère, professeur Samira El-Houat. Bonsoir. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions au nom du ministère. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de citoyens marocains qui se posent des questions, notamment en connaissant la réalité aujourd'hui de nos ressources hydriques. Également sur le plateau de questions d'actu, professeur Mohamed Tahar Srairi, bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Mais un plaisir renouvelé que de vous accueillir. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut agronomique et vétérinaire, l'IAV de Hassan II de Rabat. Bienvenue encore une fois. Nous avons également un autre expert. Nous avons 3 experts en eau. Nous avons la chance d'en avoir 3 ce soir sur le plateau. Il est expert en eau, membre du groupe de réflexion Think Water, co-auteur du livre blanc pour une gestion durable assurant la sécurité hydrique du Maroc. Professeur Mostafa El-Heiba, bonsoir. Bonsoir, Madame Hassan, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je parle de ce livre blanc où il y a beaucoup de recommandations. Professeur El-Heiba, justement, on connaît vraiment l'attention particulière que porte le souverain à cette question de l'eau. Et ce n'est pas nouveau, cela a été rappelé dans plusieurs discours du souverain. Et de suivre comme de près la situation hydrique, ce n'est pas donc la première fois que le souverain préside une réunion dédiée à la problématique de l'eau. Selon vous, comment cette sollicitude royale peut-elle accélérer l'action ? Merci, Madame Hassan. Certainement, ça peut accélérer. Ces interventions de Sa Majesté sont de nature à accélérer un petit peu les programmes qui ont été mis en œuvre depuis quelques années, notamment le programme national d'alimentation en eau potable et d'irrigation. D'ailleurs, la plupart des mesures du plan d'urgence qui ont été présentées à Sa Majesté hier soir, elles sont inscrites dans ce programme national d'alimentation en eau potable et d'irrigation. D'ailleurs, ces interventions sont tout à fait pertinentes parce que, comme vous le savez, le Maroc connaît des pénuries d'eau. Et des pénuries d'eau qui ne sont pas tout à fait conjoncturelles, ça devient structurel. Et pour vous donner quelques indicateurs pourquoi ça devient un peu structurel, c'est au niveau des précipitations. Il y a une tendance baissière des précipitations depuis les dernières décennies. On a pratiquement les 3 dernières décennies, il y a une baisse de 20% des précipitations. Et ça peut projeter, les projections tablent sur encore une baisse de 15% vers l'an 2050. Donc, il faut intervenir rapidement, il faut suivre un petit peu de très près la mise en œuvre de tout ce programme pour que le pays ne tombe pas en panne. Les ressources en eau jouent un rôle vital pour le pays, dans tous les secteurs agricoles, industriels et tout. Et comme le pays connaît de plus en plus ces pénuries qui vont s'aggraver,
ça, il vaut que mobiliser tout le monde impliqué, que ce soit tous les départements impliqués, la société civile et tout le monde pour concrétiser la réalisation de ces programmes. Alors, effectivement, plusieurs chiffres d'ailleurs ont été présentés également au souverain hier, une sorte de diagnostic. Madame Houet, on dit que vous êtes la boîte noire des ressources hydrauliques du royaume. Et vous suivez justement cette question de la rareté de l'eau. Est-ce que la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le royaume, et d'ailleurs le ministre Nizar Baraka avait alerté quant à la gravité, quant à la dangerosité de la situation, est-ce qu'on est déjà passé par là ou c'est une situation inédite et une première, historique, dans l'histoire moderne du royaume, bien naturellement? Bon, la situation, elle est préoccupante. Et la situation actuelle, c'est une situation qu'on n'a pas vécue auparavant. Pourquoi? Sur plusieurs facteurs. Parce que tout d'abord, les besoins en eau ont augmenté ces dernières années. Donc, la population n'est plus la même que ça fait, je dirais, 20 à 30 ans. Parce que là, on commençait à parler des séquences de sécheresse vraiment aiguës à partir des années 80. Et donc, la différence entre les années 80 et maintenant, c'est tout à fait, c'est-à-dire parlant, c'est que la demande a augmenté, le niveau de vie de la population a augmenté, les besoins et les exigences ont augmenté, ce qui fait que l'impact des séquences de sécheresse commence quand même à s'amplifier au niveau du Maroc. Et puis, tout d'abord, c'est que la situation qui a été présentée hier à Sa Majesté par Monsieur le ministre, c'est qu'on est actuellement à la 6e année de sécheresse successive. Et donc, c'est un état de fait qui s'alarme d'une année à l'autre. On a un cumul de déficit par rapport à la pluviométrie, par rapport aux apports en eau. Donc, actuellement, cette année, on parle d'un déficit pluviométrique qui dépasse les 73% par rapport à la moyenne. Et on a également des apports en eau qui dépassent le déficit par rapport aux apports moyens, qui dépassent les 70%. Donc, c'est des cumuls de déficit et d'apports d'une année à l'autre pendant 6 années consécutives, ce qui fait qu'on est actuellement dans une situation préoccupante, critique, déficitaire en termes de ressources en eau, qu'il faut bien sûr se mobiliser ensemble pour la gérer et pour faire face à cette situation. Bien sûr, tout le monde est un acteur dans la gestion de ressources en eau, donc ce n'est pas une affaire d'un ministère ou d'un département, mais c'est l'affaire de tout le monde, parce que le simple usager, il a quand même un rôle à jouer. Qu'est-ce que vous appelez par usager? Usager, c'est le grand public. Chacun de nous, c'est un usager de l'eau. Combien consommons-nous? Vous savez, c'est la grande question. Oui, oui. Quand on pose la question aux responsables du ministère de l'Agriculture, on nous dit non, les chiffres de 80% sont exagérés, l'agriculture ne consomme pas assez. Est-ce qu'on peut demander aux consommateurs qui ne consomment pas l'essentiel de l'eau ou des ressources en eau de faire des efforts? Et on ne peut pas demander, est-ce qu'on demande autant d'efforts justement au secteur le plus aquavore ou en tout cas au plus grand consommateur en eau dans notre pays, c'est l'agriculture? Oui, je dirais que juste que la conscience de cette situation, ça ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier. C'est quand même depuis les années 80 qu'on a commencé à sentir qu'il y a quand même des années de sécheresse qui deviennent récurrentes. Et donc, il y a eu tout un plan, je dirais le plan national de l'eau. Il y a des plans directeurs d'aménagement intégré au niveau du bassin versant qui prenaient en considération ces tendances. Et puis, bien sûr, on essaie de chiffrer l'impact de changement climatique sur les ressources en eau. Est-ce qu'on a pris en considération la demande qui a augmenté? Bien sûr, oui. Donc, c'est une confrontation entre la demande, l'évolution de la demande dans le temps, et puis les ressources en eau et son évolution dans le temps, en tenant en compte l'impact du changement climatique. Donc, on a une équation à 2 éléments, donc les demandes, les offres en eau, et puis on essaie un petit peu de faire converger les deux pour satisfaire bien sûr les besoins, pour accompagner le développement socio-économique du pays et pour pouvoir développer l'offre en ressources en eau nécessaires aux différents besoins. Actuellement, bien sûr, 6 ans de sécheresse successive, donc on est en situation un peu délicate, et donc il y a bien sûr des mesures d'urgence qui ont été mises en place, mais l'essentiel actuellement, c'est de subvenir aux besoins essentiels. En priorité, c'est l'eau potable. Et puis, ça vient par la suite, bien sûr, tout ce qui est industrie, tourisme. Et puis, en second ordre, il y a les besoins agricoles. Donc, actuellement, c'est juste... Donc, l'industrie et le tourisme passent avant l'agriculture? Parce que ça passe inclus dans les besoins en eau potable. L'industrie et le tourisme, c'est à l'intérieur des villes. Donc, c'est le même système d'approvisionnement. Et donc, ça passe, bien sûr, intégré au niveau des demandes en eau potable. Et puis, bien sûr, comme j'ai dit, les besoins agricoles. En période normale, on parle de 80% des besoins qui sont consommés par l'agriculture. Mais en période de sécheresse, non. C'est loin de ça. Donc, actuellement, il y a pas mal de restrictions concernant les besoins en eau agricole. Donc, c'est-à-dire on ne délivre pas l'eau pour l'irrigation comme ça normalement, mais il y a des restrictions, il y a des concertations avec le département d'agriculture, il y a de la coordination pour subvenir aux besoins nécessaires pour la sauvegarde de certaines cultures qui risquent d'être vraiment perdues à vie. Et donc là, c'est quand même des situations de concertation, de dialogue et de partage d'informations et de prise de décision concertée. En parlant de partage d'informations, Madame Houet, vous avez parlé de déficit. Quand on parle de ce déficit
dites, on parle ici des eaux, des ressources des barrages, Oui. et aussi des eaux souterraines. Bien sûr. Ou Donc, que les barrages? Non, la gestion, c'est intégré. C'est les ressources en eau superficielles et les ressources en eau souterraines. Sauf que les modèles de comptage, c'est un peu différent. Donc, tout ce qui est superficiel, ça a trait avec la pluviométrie directement. Et donc, on comptabilise les apports au niveau de barrages sur la base de l'écoulement des cours d'eau. C'est le déficit de 70% Voilà, que vous c'est au niveau évoquiez des tout à barrages. l'heure. Mais par contre, pour les ressources en eau souterraines, donc, il y a également un réseau de suivi. Et donc là, ça se chiffre en moyenne de baisse du niveau des nappes. Donc, cette année, on a eu quand même des baisses importantes qui avoisinent les 5 mètres pour certaines nappes, notamment du Sousse, de Tzedla. Que représente 5 mètres? 5 mètres, c'est Pour le commun des mortels, 5 mètres, ça peut paraître peu. C'est très important, 5 mètres. 5 mètres sur des superficies, donc c'est des millions de mètres cubes de pertes. Et puis, sur la base des bilans de l'ensemble des nappes au Maroc, on constate qu'il y a un déstockage des nappes d'environ 1 milliard de mètres cubes annuellement. C'est-à-dire qu'on prélève... Qui sont creusés de manière anarchique. On prélève plus que ce que ça s'alimente la nappe directement, parce que la nappe elle est alimentée à partir de la pluviométrie, à partir de l'enneigement qui a disparu ces dernières années. Donc on a une superficie de moins de 80% des surfaces c'est-à-dire qui recevaient de la neige ne le reçoit plus. Donc il y a une perte en termes d'apport naturel, et puis il y a la surexploitation par rapport aux prises d'eau. Parce qu'en période de sécheresse, bien sûr, tout le monde s'abat sur les ressources en eau souterraines, et donc il y a ce déséquilibre entre les apports et entre les prélèvements au niveau des nappes, ce qui fait qu'il y a le niveau d'eau qui baisse chaque année. Nous allons aussi parler de cela. Peut-être un commentaire, professeur Srairi, sur cet appel aussi du souverain hier lors de cette réunion à redoubler de vigilance et de transparence. Vous, en tant que, d'abord, professeur et aussi chercheur, vous vous intéressez beaucoup à cette donnée. Est-ce qu'on est assez transparent dans la communication des données relatives à l'eau, à l'offre, mais aussi à la demande dans notre pays? Déjà, d'accord, nous venons d'écouter le diagnostic. Le diagnostic a été fait devant le souverain hier. Mais est-ce que vous, en tant qu'expert, pour justement dresser aussi des diagnostics viables, avec des données qui soient vérifiées et scientifiques? Merci pour la question. Je vais être clair. Tant que l'eau d'irrigation, je vais parler surtout de l'irrigation, donc du secteur de l'agriculture, tant qu'on était dans un domaine où l'intervention des pouvoirs publics était primordiale, c'était la grande hydraulique, les barrages, les grands barrages. Effectivement, on avait des données fiables parce que des agences para-étatiques, qu'on appelle les offices régionaux de mise en valeur agricole, contrôlaient donc le service de l'eau aux exploitations agricoles. Ça a été dit autour de la table, à partir des années 80, le mythe de l'intensification agricole sans fin et les premières sécheresses, et comme ça a été dit avec l'augmentation de la demande, nous sommes plus nombreux, il y a la croissance démographique et il y a surtout l'intensification agricole. On a changé d'agriculture. On est passé d'une agriculture qui était exclusivement pluviale, les céréales, les légumineuses, l'élevage pastoral, on est passé à l'arboriculture. Il faut appeler les choses par leur nom. Et autour de cette table, nous avons déjà entendu que les céréales, c'est la pauvreté. Ça peut choquer d'entendre ce genre de choses. Ça veut dire que pour promouvoir les revenus agricoles, il faut passer à l'irrigation. Et malheureusement, la situation actuelle fait que le rythme de remplissage des barrages est tellement limité dans la majorité des barrages que tout le monde s'est rabattu sur l'irrigation privée. Donc ça veut dire que, parce qu'il y a eu cette déclaration de notre ministre de l'Agriculture, selon lui, bien, les grands périmètres d'irrigation ont baissé de 44%. C'est évident. Si les barrages sont vides, on va baisser. C'est-à-dire que ce n'est pas naquit finalement. Enfin, ce qu'il dit, c'est que c'est juste qu'on n'utilise pas l'eau des barrages parce qu'il n'y a pas d'eau dans les barrages. Tout à fait. Et comme on n'a pas d'eau dans les barrages, tout le monde s'est rabattu, du moins ceux qui ont les moyens de se rabattre. Parce que qui dit passer à l'eau privée, l'irrigation privée, c'est creuser des puits, des forages, avoir les moyens de pompage. L'eau coûte plus cher et surtout, c'est la pression sur les nappes. Et en bout de compte, et c'est là où j'ai démarré mon discours, j'ai dit que lorsque l'État contrôlait les lâchers d'eau, on avait des données très fiables. Malheureusement, avec le passage à l'irrigation privée, nous avons créé un domaine occulte où personne n'a aujourd'hui de données vraiment fiables sur les prélèvements d'eau à partir des nappes. Et la résultante, c'est ce qu'on vient d'entendre à l'instant.
la majorité des nappes, le niveau est en train de baisser. Et ces nappes, il faut bien considérer qu'à l'origine, elles auraient dû être des réserves stratégiques qui auraient pu nous soulager en ces temps de crise. Malheureusement, on est allé sur l'exploitation de ces eaux dans les nappes, et aujourd'hui, on est un peu face à une impasse, puisqu'on n'a plus ces réserves stratégiques qui pourraient nous soulager en temps de crise. Très bien. Bon, parce que, encore une fois, c'est une thématique que nous avons traitée que beaucoup de fois. Et le constat est là. Nous connaissons le diagnostic, il est préoccupant, alarmant. Pour certains, il est alarmiste, mais on connaît le diagnostic depuis plusieurs années. Qu'avons-nous fait réellement pour répondre à cette urgence ? Nous sommes aujourd'hui face à une situation critique. On ne parle plus de stress hydrique, mais d'urgence hydrique. La question qui se pose réellement, c'est que est-ce qu'on est enfin arrivé à trouver un moyen de contrôler le pompage de ces ressources souterraines? Nous allons bien évidemment, après parler. Est-ce que vous, au niveau du ministère, je vous ferai réagir juste après, professeur, vous, au niveau du ministère de la Houet, est-ce qu'il y a les moyens suffisants pour contrôler? Parce que c'est une question de contrôle. Quand on parle de transparence, de bonne gouvernance de l'eau, s'il n'y a pas de contrôle, eh ben on va continuer à pomper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. On va descendre encore plus, 5 mètres, 10, jusqu'à ce que ces nappes soient asséchées. Et c'est très difficile de rebâtir ce patrimoine, j'ai envie de dire, matériel. Effectivement, le contrôle, si j'ose le dire, c'est le parent pauvre de la stratégie de sauvegarde des eaux souterraines. Mais il ne faut pas quand même oublier que ça fait déjà une trentaine d'années qu'on a commencé à travailler sur le modèle des contrats de nappe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des contrats entre les différents intervenants pour la gestion des ressources en eau souterraine par nappe. Donc, ils se mettent ensemble autour d'une table, se fixent les objectifs ensemble. Et l'objectif ultime, c'est d'avoir un retour à l'équilibre de la nappe, c'est-à-dire ce qui s'alimente, ce qu'on peut prélever par la suite, donc avoir un équilibre hydraulique au niveau des nappes. Et bien sûr, tout un plan d'action concerté qui doit être mis en place, y compris le contrôle. Qui doit être mis en place. Oui. C'est tous les partenaires. Il y a le ministère de l'équipement et de l'eau, en termes de tout ce qui est mobilisation, tout ce qui est suivi, tout ce qui est études techniques pour l'évaluation et pour le suivi de l'évolution des ressources en eau souterraines. Il y a le ministère de l'Agriculture à travers, bien sûr, le département agricole. Il y a les associations d'usagers d'eau agricole. Il y a les industriels. Il y a les associations de société civile pour tout ce qui est eau potable, tout ce qui est eau touristique. Donc, toute une panoplie d'intervenants. Il y a les élus, il y a les autorités. Donc, toutes les parties prenantes qui se mettent d'accord sur un plan d'action, bien sûr partager les engagements, le financement. Est-ce que c'est un plan d'action contraignant? Bien sûr, contraignant, bien sûr, parce que ça doit changer les modes et les pratiques usuelles des usagers de l'eau. Et donc là, bien sûr, ça demande un effort de tout un chacun. Et puis, mais l'essentiel, c'est l'objectif, c'est de pouvoir pérenniser la ressource pour pérenniser les activités de ces usagers. C'est-à-dire qu'on ne préserve pas la ressource pour la simple raison d'avoir une ressource stratégique de sauvegarde, mais plutôt pour avoir une ressource en eau suffisante qui peut accompagner le développement des générations futures. C'est ce qui a été fait ces 30 dernières années. Oui, c'est-à-dire que c'est une ressource en eau, appelons-la peut-être stratégique sur le volet économique, parce qu'elle a fait que nos exportations ont grimpé, qu'on a réussi à créer des emplois, à subvenir aux besoins de ce monde rural, en partie du moins. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des nappes phréatiques qui s'assèchent. Oui, parce qu'on a vécu des séquences de sécheresse répétées. Revenons au contrôle, c'est qu'au niveau de ces contrats de nappe, il y a le contrôle. Le contrôle, il est opéré par la police de l'eau, bien sûr, qui relève des charges des agences de bassin hydraulique. Exact. Et bien sûr, ces derniers temps, on s'est aperçu que cette police de l'eau uniquement ne peut pas faire l'affaire, parce que là, on a attrait à tout le territoire national. C'est-à-dire qu'on n'a pas des zones bien particulières, mais les puits, ça se creuse à travers tout le Maroc. Et donc, c'est pas évident de pouvoir avoir une police, je dirais, à chaque territoire, à chaque douar, à chaque... C'est pas évident, c'est-à-dire, est-ce que c'est une question de moyens? Question de moyens et d'efficacité. Et donc, l'alternative, c'est qu'il faut intégrer également l'autorité locale parce qu'ils sont sur place. Le fait de creuser, ça interpelle des grosses machines et donc ça ne peut pas passer inaperçu. Et puis, l'objectif ultime... Est-ce qu'il y a pas...
Il n'y a pas d'autorisation qui est normalement demandée pour ce genre d'opération? Si, bien sûr. La loi, il impose d'avoir une autorisation de creusement avant de creuser, que ce soit un puits ou un forage. Peut-être c'est creusé pendant la nuit, comme voilà, on peut faire. On peut trouver absolument des zones très reculées qu'on ne peut pas avoir l'information. Et donc, c'est le rôle des autorités locales. Et puis, comme j'ai dit, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir atteindre l'autocontrôle. C'est-à-dire que la population sur place, il sait très bien la ressource, la sensibilité de la ressource, la limitation de la ressource, et c'est elle qui effectue le contrôle. C'est-à-dire ils se mettent d'accord sur une superficie à irriguer, à ne pas dépasser, et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui creuse d'une manière anarchique, sans autorisation illicite, c'est eux qui doivent porter plainte, qui doivent bien sûr intervenir pour l'interdire. Et c'est ça le schéma, bien sûr, qui ne peut que réussir, c'est d'avoir un autocontrôle sur le terrain, en plus bien sûr du contrôle des administrations et des institutions responsables. Mais est-ce que vous avez, parce qu'il a parlé, si Seraili a parlé des données, est-ce qu'on a des données du nombre de mètres cubes qui sont pompés? Tout ce qui est autorisé, on a les données, on a le suivi. Oui, bon. Pour le reste, bien sûr, on a des techniques. Le ministre a avancé ce chiffre du nombre de puits qui sont creusés de manière illicite, anarchique. Et le chiffre, on est à 80-90%. Oui. C'est cela? Oui, on est conscient, effectivement. 90%. Donc les chiffres que détient aujourd'hui le département de l'équipement et de l'eau ne représente que 20%, effectivement. Mais on a d'autres technologies pour pouvoir, c'est-à-dire approcher les prélèvements d'eau souterraine. C'est tout ce qui est à travers les technologies d'image satellitaire, c'est-à-dire on suit un petit peu les superficies irriguées et on sait très bien les besoins moyens d'une superficie par culture. Et donc c'est à partir de ces données-là qu'on arrive à faire les bilans des nappes et pour bien sûr aboutir à dire qu'il y a un déficit, un déstockage d'à peu près 1 milliard de mètres cubes chaque année à partir de l'ensemble de nos nappes au niveau du Maroc. Donc l'idée est claire, c'est qu'il faut quand même un engagement de toutes les parties prenantes, absolument, dont les collectivités territoriales. Et là, c'est pas que vous leur rejetez la responsabilité, non. Mais leur implication, absolument, elle est vitale. Oui. Et surtout l'implication. Oui, professeur Lheiba. Surtout l'implication des usagers, comme vient de le signaler Mme El-Hawat. Ce qui est intéressant à l'approche du contrat de nappe pour la gestion des eaux souterraines, c'est surtout cette implication des usagers dans la gestion de la nappe. Les usagers, comme je prends le cas. D'ailleurs, pourquoi les contrats de nappe ne marchaient pas dès le départ? Parce qu'ils s'attaquaient à l'ensemble des nappes. C'est quelque chose d'immense. Et il y a de nombreux usagers. Mais pendant les derniers temps, quand on a essayé un petit peu de revoir l'approche du contrat de nappe, c'est-à-dire contrôler les prélèvements de la nappe par partie et impliquer les usagers dans le contrat. C'est-à-dire les usagers, ceux qui prélèvent, ceux qui ont des puits, ceux qui prélèvent de l'eau. Qui sont ces usagers? Parce que quand vous dites usagers, on peut-être comprendre, à juste titre ou pas, que c'est moi qui utilise cette eau-là chez moi pour une utilisation ménagère. Qui sont ces usagers? On priorise dans les interventions de s'attaquer aux grands usagers, c'est-à-dire les grands agriculteurs qui pompent dans les nappes. Et c'est ça un petit peu qu'on les amène un petit peu à s'engager dans ce contrat de nappe où, à travers son engagement, il va régulariser la situation de son puits ou de son forage. Et puis, il va installer un compteur volumétrique. Et puis, il va se mettre d'accord avec les autorités de gestion de la nappe, qui sont les ABH, sur un quota d'eau en fonction qui va lui être délivré en fonction de l'état de la nappe chaque année. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Oui, tout à fait. Comment, selon vous? Est-ce que l'approche territoriale est la bonne, selon vous? C'est-à-dire impliquer les collectivités locales? Oui, les collectivités locales et les usagers. Moi, j'insiste surtout les usagers. Les usagers sont les premiers à impliquer dans ce processus de contrat de nappe. Comment on peut les impliquer? Les impliquer, par exemple, dans le cas, je prends tout simplement le cas de Barchid, par exemple. Là, Barchid, qui est un bel exemple et qu'on va un petit peu le répliquer sur l'ensemble du territoire du pays. C'est les agriculteurs, les gros agriculteurs, les gros usagers, les gros préleveurs de la nappe de Barchid ont signé des engagements, bien sûr, avec l'ABH, avec les autorités locales, avec la province. À travers cet engagement, ils vont installer des compteurs volumétriques et ils vont s'engager avec l'ABH sur des quotas d'eau annuels ou saisonniers en fonction de l'état de la nappe, en fonction de la situation hydrologique en général. Est-ce qu'il y a des pluies, il n'y a pas de pluies, c'est-à-dire un quota dynamique. Et je pense que c'est le seul moyen pour avoir ces usagers un petit peu adhérer à ce processus de contrat de nappe.
Justement, ce contrat-là, est-ce qu'ils sont à imposer à ces usagers par les autorités compétentes, à savoir le ministère de l'Agriculture? Parce que c'est peut-être le ministère qui détient aussi le nombre d'usagers. Ce sont des concertations. On sait très bien maintenant pour ce qu'ils prélèvent à travers les images photosatellitaires. Pour ces gros prélèveurs, on sait très bien, grosso modo, un petit peu plus ou moins, combien ils prélèvent. Et dans les concertations, c'est-à-dire le processus de contrat de nappe, il n'est pas signé du jour au lendemain. Barchid, il a pris 3 ans. Il a pris 3 ans de concertation avec l'ensemble des usagers, et plus, et beaucoup plus peut-être, pour un petit peu arriver à la mouture finale de ce contrat. Il y a un engagement. Et comme l'a dit Mme Hawa tout à l'heure, maintenant dans le cas de Barchid, parce qu'il y a ce problème de pouvoir contrôler les prélèvements, etc. Maintenant, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Il y a un autre contrôle qui se contrôle, et s'il y a de nouveaux prélèvements qui ne sont pas autorisés, ils vont le signaler à la BH, à l'agence et aux autorités locales. Et ça, c'est un petit peu... C'est une autre des solutions, en effet. Oui, c'est qu'on commence déjà à percevoir des requêtes à partir des agriculteurs eux-mêmes. Juste pour réagir à ce qu'a dit Silipa, c'est qu'il y a un travail préalable auprès des agriculteurs, ce qu'on appelait les usagers. Donc il y a un travail de formation, d'encadrement et de sensibilisation. C'est-à-dire on regroupe les agriculteurs, on leur sensibilise sur la situation de la nappe. Si on continue sans rien faire, c'est qu'on n'aura plus de ressources et puis tout le projet, ça va tomber à l'eau. Et donc on essaie un petit peu de les sensibiliser et puis de les encadrer en créant des associations d'usagers d'eau agricole. Et donc là, c'est un travail préalable très important. Et puis, donc, ça devient l'interlocuteur de l'administration dans ces contrats de nappe. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à chaque agriculteur tout seul, mais plutôt à une association avec un représentant. Et puis, les gens qui, bien sûr, qui s'affilient à ces associations ont des privilèges. Ils peuvent avoir des autorisations, ils peuvent avoir des compteurs à mettre en place. Et le reste qui ne veulent pas, donc qui cherchent des intérêts personnels, donc là, ils sont dehors du système. Et donc, ça crée un petit peu, c'est-à-dire qu'on essaie un petit peu de converger tout le monde pour un intérêt partagé et non pas pour des intérêts personnels à chaque agriculteur. Et donc là, c'est un travail qui est demandé, je dirais, plus que 10 ans sur le territoire. Donc, il y a pas mal de contrats de nappe, de projets de contrats de nappe actuellement ont été suffisamment avancés. Il y a le Barchid, il y a le CIS, il y a le Sous, il y a le Chouka Isbaha, il y a Mjat. Donc, il y a pas mal de projets qui sont bâtis sur ce même principe. Et l'objectif, c'est de pouvoir, comme j'ai dit, atteindre l'autocontrôle pour un petit peu être efficace sur le territoire. Parce que si on se base uniquement sur les gens de la police de l'eau, sur les autorités locales, on est sûr qu'on ne va pas atteindre, bien sûr, le contrôle à 100%. Oui. Bon, vous avez parlé de ses intérêts personnels et ça se comprend. Oui. Après, s'il y a effectivement, si on peut et que on peut le faire en toute impunité, oui. Pourquoi se gêner? Enfin, en tout cas pour celles et ceux qui n'auraient pas cette conscience. Alors, on parle de ce monde agricole. Ce monde agricole n'est pas constitué que de... Parce que ce n'est pas une émission sur l'agriculture, mais je voudrais juste parler de cette sécheresse, de cette pénurie d'eau et de cette détresse du monde agricole, professeur Srairi. Au-delà de ces considérations-là, justement, par rapport aux nappes phréatiques, est-ce que cette année aussi, on sent que ils sont en train de craindre le pire, ces agriculteurs marocains? Tout à fait. On a d'abord un effet cumulatif. Ce n'est pas la première année de sécheresse. C'est 5 années consécutives. Moi, je reviens d'une tournée, on va dire, juste quand vous quittez la frange côtière. Les effets sont dramatiques. Pour différentes raisons. Il n'y a quasiment pas de levée des céréales. Et même ceux qui ont semé ont perdu les semailles. Et donc, ça veut dire qu'il y a un effet direct d'abord sur l'élevage. Moi, je rappelle qu'un des piliers de l'agriculture nationale, c'est la complémentarité céréales-élevage. Oui. Et nous connaissons la grande souffrance dans laquelle est l'élevage aujourd'hui, avec ce que ça sous-entend comme risque pour l'approvisionnement du marché national. Et on le voit déjà, on est obligé d'importer des viandes, c'est-à-dire des animaux vivants et des poudres de lait. Mais moi, je voudrais aller au-delà de ça. L'année va être très difficile. Je ne peux pas dès maintenant m'aventurer à vous donner une quantité donc, de grains qui va être moissonné, mais c'est clair qu'on va être inférieur à l'année dernière qui était déjà une mauvaise année. Mais la question n'est pas là. Moi, je pense que déjà, il y a un aspect de temporalité à prendre en considération. Nous sommes en janvier et on parle de graves difficultés, pour ne pas dire de situations dramatiques, pour l'approvisionnement en eau des centres urbains. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à des situations vraiment délicates en juillet. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des mesures drastiques
qui vont être prises en attendant justement les résultats du plan d'action que nous allons discuter sous peu? Je pense qu'elles sont déjà évoquées dans le communiqué qui est paru hier et qui en arrive à exiger la réduction de l'irrigation. Mais moi, je pense que là, aujourd'hui, avec 6 années de sécheresse, qui, à mon sens, annoncent ce que nous risquons de vivre de manière répétitive avec les effets du changement climatique. Parce qu'en fait, il faut parler de ça. On est dedans. On est en plein dedans et peut-être ce n'est que le début. Moi, je pense qu'on est face à un obligatoire changement de paradigme. Et il faut remettre sur la table d'abord l'importance de l'agriculture dans le modèle de développement. Quid des 40% de la main-d'œuvre qui est encore comptabilisée dans le secteur agricole? À juste titre, ou peut-être que ce n'est pas le cas. Et on sait que ce n'est pas le cas. Heureusement, il y a une flexibilité. Des fils d'agriculteurs, des filles d'agriculteurs, des agriculteurs eux-mêmes ont la flexibilité d'aller s'occuper dans des villes, dans des activités extra-agricoles. Mais là, il est manifeste qu'on est face à un changement de paradigme. Et puis, deuxièmement, bien sûr, vient sur la table la question de la souveraineté alimentaire. Parce que jusque-là, l'essentiel de ces cultures irriguées à partir des nappes, puisque les barrages sont vides, on est encore dans le modèle de l'obsession exportatrice. Et d'ailleurs, on le voit dans les médias, on nous dit tout le temps, on a augmenté les exportations de tomates, les exportations d'avocats, etc., qui sont parfois des cultures très aquavores, comme vous dites. Et je prends l'exemple de l'avocatier. Il faut en parler. C'est une culture tropicale, 1600 mm. Je vais prendre un autre exemple. 600 mm le kilo. 1600 mm de besoins hydriques par an, dans des zones où il pleut 400 mm. Parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui. Il faut se poser la question, comment va-t-on subvenir à ce déficit qui représente 3 fois la quantité moyenne d'eau qu'on reçoit? Au-delà de la question de souveraineté alimentaire, là, la question qui s'impose, c'est la souveraineté hydrique. Oui. Tout à fait, on y est même. Il y a aujourd'hui des experts qui disent qu'on risque d'importer de l'eau sous forme hydrique, de l'eau. Je ne parle même pas des importations d'eau virtuelle. En tout cas, cela ne fait pas partie du plan d'action d'urgence. Le plan d'action d'urgence, cela vous fait sourire, professeur Houed. C'est-à-dire que déjà, il y a les usines de dessalement. J'en ai compris, c'est pour l'approvisionnement des centres urbains. C'est ça, les villages, les villes, pour les activités anthropiques quotidiennes. Comme vous avez dit tout à l'heure, l'usager, chez lui à la maison, quand il ouvre son robinet pour laver sa vaisselle, c'est un usager. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec les volumes. Si je reviens à l'avocatier, le palmier dattier, des extensions de palmiers dattiers sur des centaines d'hectares dans des confins désertiques. C'est aussi une culture très aquavore. 2000 mm. Mais sauf que quand elle est dans des surfaces restreintes, on ne le sent pas. Et traditionnellement, c'était dans les lits d'oued, dans les oasis. Mais quand vous mettez des centaines d'hectares d'extension d'avocatiers, de variétés marchandes. Et nous connaissons tous le mjhoul, qui est un de nos produits phares, produit national. Mais quand vous mettez ça sur des centaines d'hectares dans des confins désertiques, je suis désolé, vous êtes en train de mobiliser des eaux très fragiles, parfois au détriment des populations locales. C'est-à-dire vous avez des investisseurs privés qui vont s'étendre sur ces confins désertiques pour mettre ces cultures qui ont besoin énormément d'eau et qui mettent en péril l'approvisionnement des populations qui leur sont, on va dire, voisines. C'est-à-dire les mesures d'urgence que vous avez juste mentionnées, c'est un peu le court terme. C'est juste le court terme pour faire face à une situation de pénurie. Oui, après on va parler du moyen long terme. Ça, c'est absolument. Donc ils ont intégré quand même à côté de l'eau potable, le contrôle des fuites, etc., les piscines, le lavage des espaces publics. Ils ont intégré aussi dans des régions semi-arides l'interdiction de certaines cultures consommatrices d'eau, comme par exemple. Et comment peut-on les interdire? On a annoncé l'année dernière. Le ministre de l'Agriculture avait annoncé arrêter les subventions. Est-ce que l'arrêt de subventions a empêché les producteurs d'arrêter de produire des fruits rouges, de l'avocat ou de l'orange, que sais-je? Ça peut aider, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pose la question. L'interdiction des cultures n'est pas une mesure efficace. À mon avis, la seule solution la plus efficace, il faut fixer des quotas à l'hectare. Je ne parle pas en dehors des cultures, de l'arboriculture, comme le bocatier, ça on ne peut pas, parce qu'ils sont déjà là, ils ont besoin de l'eau. Mais pour les autres cultures, ce n'est pas le contrôle de l'interdiction de certaines cultures consommatrices qui va un petit peu apaiser la situation. Il vaut mieux fixer maintenant dans les situations d'urgence, fixer un quota à l'hectare.
Ou utiliser, alors justement, peut-être un mot sur ce plan d'action d'urgence. Oui, justement, c'est juste pour réagir, c'est que ces derniers temps, d'ailleurs ces derniers jours, on a vu la destruction de certains champs, des cultures consommatrices d'eau. Donc, exemple la pastèque, donc on a vu pas mal de régions qui détruisent carrément des champs. Donc, c'est parmi les actions vraiment urgentes pour pouvoir, bien sûr, soulager la pression sur les ressources en eau. Et puis, sur le modèle économique, je dirais que le Maroc, il était conscient de cette situation, qu'on ne peut pas se considérer comme un pays agricole pur et dur. Donc d'ailleurs, le secteur industriel, touristique, etc., ces dernières années, il a quand même connu un essor de développement assez important. C'est justement pour un petit peu compenser, parce qu'on ne peut pas être agricole dans le contexte actuellement. Donc on diversifie un petit peu les activités pour pouvoir, bien sûr, être toujours sur un essor socio-économique développé. Est-ce qu'on peut craindre parce que j'ai vu cela un peu sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut craindre des coupures d'eau dans les villes? Ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, on a des mesures drastiques qui seront prises. Actuellement, on a tiré la sonnette d'alarme, d'ailleurs, sous les instructions de Sa Majesté le Roi. C'est que parce qu'on a encore une marge d'intervention, on n'attend pas jusqu'à la veille de l'été pour pouvoir dire qu'on est en situation critique. C'est-à-dire qu'on a pris quelques mois d'avance pour pouvoir se mobiliser ensemble et pouvoir lutter contre le gaspillage et pouvoir étendre le plus longtemps la durée de satisfaction des besoins avec les réserves qu'on a. Donc, les mesures d'urgence actuellement, la priorité, c'est l'eau potable. Donc, on n'en parle pas, donc c'est la priorité numéro 1. L'eau potable pour l'urbain et également pour le rural, même le rural le plus reculé du Maroc. Donc, il y a des plans d'action, ça comprend parfois même l'acquisition des camions-citernes pour pouvoir déplacer et transférer l'eau jusqu'à Douar, je dirais, perché sur la plus haute montagne. Et donc, mais il y a des douars aussi qui se trouvent au-dessus de nappes qui furent... en tout cas, des souterrains qui étaient riches en eau et qui se retrouvent aujourd'hui qui n'ont pas d'eau à boire, vers lesquels on doit... Mais en tout cas, le diagnostic a déjà été dressé. Je comprends. Est-ce que la tarification, Madame Houet, est-elle suffisante pour rétablir les équilibres hydriques et financiers? Une autre idée, parce qu'on a entendu importer de l'eau, donc elle n'est pas sur le pipe, même à long terme. Oui. Parce que heureusement, et fort heureusement qu'on a une côte du Maroc, donc on a quand même une réserve en non de ce qu'on appelle les ressources non conventionnelles. Donc, c'est les eaux de mer qu'on peut dessaler pour satisfaire les besoins. Et d'ailleurs, on a une stratégie, une politique de pouvoir mettre en place de grandes stations de dessalement dans les années à venir, les prochaines années à venir. Il y a le projet Casablanca, il y a le projet Nador, il y a le projet d'Agadir qui est déjà mis en place. L'appel d'offres, l'adjudication du marché a déjà été faite. Les travaux commencent incessamment. On peut attendre de l'eau de cette station de Casablanca pour bientôt pour 2026. Pour 2026. Voilà, ouais. Et ça devrait couvrir les besoins de la ville de Casablanca et des environs. Absolument, oui. Donc l'urbain et l'agricole. Et l'agriculture, oui. Une partie de l'agriculture, ce n'est pas la totalité, donc une partie pour soulager. L'objectif, c'est de pouvoir subvenir aux besoins en eau potable, la moitié des besoins, 50%, à partir de l'eau dessalée au Maroc, à l'horizon 2030. Donc avec une capacité, 20 unités de dessalement. Voilà, avec une capacité de 1,4 milliard de mètres cubes par an d'eau dessalée d'ici, bien sûr, 2030, avec les projets qui sont déjà étudiés, déjà sur le pipe, c'est-à-dire bien identifiés, les travaux vont commencer incessamment. Est-ce que combien va coûter cette eau justement dessalée? Parce qu'on connaît le coût de l'énergie qui représente déjà la moitié du coût de production de cette eau dessalée. Oui, la solution de dessalement, ce n'est pas une solution qui date d'hier. C'est une solution qu'on en parlait, ça fait déjà des décennies. D'ailleurs, les premières stations de dessalement au Maroc, ça date de 1970, donc dans les provinces du Sud, on n'avait pas une autre alternative. Donc, ce n'est pas une solution nouvelle, sauf que le coût, il était quand même déjà une contrainte pour pouvoir mettre en place beaucoup de stations de dessalement. Actuellement, on n'a plus le choix, donc ça devient une nécessité. Et puis, d'autant plus qu'actuellement, on cherche des projets intégrés dessalement avec l'énergie renouvelable. Donc le solaire, l'éolien, peut-être l'énergie de mer dans le futur proche. Et donc ça fait quand même baisser les prix. Et actuellement, les projets qui sont sur les roues, notamment le projet de Casablanca, le coût de revient, ça compte parmi les coûts les plus faibles à l'échelle internationale, parce qu'il est bien sûr conjoint à l'énergie renouvelable avec bien sûr le dessalement. Et donc là, c'est quand même des nouveautés, des technologies qui font que le dessalement devient de plus en plus compétitif et accessible à travers le monde. Le souverain a exhorté hier les départements concernés, dont donc, le principal concerné, le département de l'équipement et de l'eau, à accélérer les chantiers programmés. On l'a vu avec ce chantier et ce beau projet d'interconnexion.
un bassin hydraulique que vous ne connaissez que trop bien, celui de Sbou, n'est-ce pas, Madame Houet? Est-ce qu'on va avoir la même cadence, parce qu'ils ont été faits en un temps record? Oui. Alors que ça fait longtemps qu'ils sont peut-être même dans les tiroirs. Corrigez-moi si je me trompe. Est-ce qu'on peut aspirer à ce que les autres projets aillent avec la même vitesse, sachant que c'était un appel et un rappel du souverain, en rappelant aussi à nos téléspectateurs ce constat fait par le souverain même en juillet dernier par rapport à la situation critique que vit le Maroc de ce stress hydrique. Est-ce qu'on va peut-être aspirer à vraiment accélérer, à infléchir une vitesse pour répondre à l'urgence? Oui, donc les instructions, Sa Majesté, il était clair, donc il donne actuellement plus d'importance au secteur de l'eau, et donc ce qui fait, il y a une accélération du rythme d'investissement et de réalisation des projets dans le secteur de l'eau, et d'ailleurs la conjoncture l'oblige, donc on n'a pas actuellement, comme j'ai dit, c'est la 6e année consécutive de sécheresse, les prévisions d'après le GIEC, c'est le groupement des experts internationaux des experts du climat, il prévoit que le Maroc, il est situé dans la zone, ce qu'on appelle le hotspot, c'est le pourtour méditerranéen, qui va être frappé par les impacts du changement climatique assez importants. Donc, on s'attend à une réduction de la pluviométrie qui va dépasser les 30% d'ici 2050-2100. Et donc, on est quand même dans un cycle de sécheresse récurrent, du déficit de pluviométrie. Bien sûr, on s'inscrit dans cette perspective et bien sûr qu'il va y avoir une accélération des projets d'investissement dans le secteur de l'eau. Et le projet de transfert d'eau, d'autoroute de l'eau entre le bassin de Sebout et le bassin de Bourgueil, c'est un projet phénoménal qui a été réalisé en moins de 9 mois. C'est un record à l'échelle internationale, pas uniquement au Maroc, avec une conjoncture, là encore, internationale déficitaire après la pandémie de Corona, pour tout ce qui est importation de matériaux, des tuyaux, des pompes. Et donc, vraiment, c'est un projet qui a bien sûr bénéficié d'un suivi de très près de Sa Majesté. Et donc, c'est un projet qui pour nous, ça considère une réussite et un défi qui a été relevé. Prochain projet ? Le prochain, c'est de pouvoir... donc, ce qui a été réalisé, c'est la tranche urgente du projet transfert, parce que le projet initial, c'est un projet, je dirais, grandiose, avec un volume de transfert à peu près de 800 millions de mètres cubes annuellement. Actuellement, on a travaillé sur 300 à 400 entre le Sebout et le Bourgueil. Et puis, la seconde tranche, qui va démarrer incessamment, c'est la connexion entre le Bourgueil et puis le Morbihan. Le Morbihan, c'est un bassin qui est très déficitaire, avec des besoins énormes, que ce soit pour l'eau potable, que ce soit pour l'irrigation. Et donc, c'est un projet qui va être continué vers le bassin de Messira, le bassin de Morbihan et le barrage de Messira incessamment. Et puis, il va y avoir également des transferts dans la partie nord, donc entre le barrage de Makhazine et le système d'alimentation en eau potable du Grand Angers. Donc là encore, pour faire face à la demande croissante en eau potable au niveau de la grande ville de Tanger, en attendant la mise en place d'une station de dessalement, là encore, qui est prévue, dont les études vont débuter incessamment. Est-ce qu'il est plus peut-être urgent aussi? On parle d'unités mobiles de dessalement. Oui. C'est parmi les mesures d'urgence qui ont été mises en place depuis 2022. C'est-à-dire que dans certaines zones, donc, on n'avait pas une alternative. Les eaux souterraines, il n'y a plus de ressources parce qu'il n'y a plus de recharge naturelle avec les surexploitations, etc. Et donc, la solution qui existait, c'est de pouvoir dessaler, que ce soit l'eau de mer pour les localités voisines du littoral, que ce soit de déminéraliser les eaux saumâtres, parce qu'il y a certaines nappes d'eau souterraines qui sont saumâtres, donc qui ne sont pas aptes pour l'alimentation en eau humaine. Et donc, il y a eu quand même un plan d'action pour l'acquisition d'environ 60 stations mobiles de dessalement et de déminéralisation qui ont été mises en place parmi les mesures d'urgence. Et bien sûr, ils ont joué un rôle important pour subvenir aux besoins en eau potable des populations concernées. Très bien. Un mot peut-être, professeur Leheiba, je vous ferai un dernier tour de table pour clore ce débat sur justement l'urgence, sur le diagnostic, on le connaît, les solutions, on les connaît. Et qu'en est-il de l'engagement de tous, du sérieux, pour que tous puissent, que nous tous, puissions vraiment comprendre que l'heure est grave? L'heure est grave, effectivement, c'est à travers ces campagnes de sensibilisation. Et lors de la réunion d'hier, Sa Majesté a insisté sur cet élément de sensibilisation et de communication avec le public, et de les sensibiliser à la gravité de la situation et à leur engagement pour la mise en œuvre des solutions du plan d'urgence.
Donc, effectivement, c'est un plan à travers la communication, à travers la sensibilisation. Je pense au grand public, effectivement, il est déjà sensibilisé, je pense. Bon, déjà, au niveau de l'agriculture, c'est vrai, il n'y a pas eu de pluie, dans les barrages, il n'y a pas assez d'eau pour irriguer dans les périmètres irrigués. Donc, continuer à sensibiliser, je pense que c'est un élément très important, un petit peu pour faire adhérer le grand public à l'ensemble de ces mesures du plan d'action. Tout à l'heure, j'ai dit, bon, ces plans d'action, c'est vrai, c'est à court terme, ça peut un petit peu soulager la situation. Mais à moyen et à long terme, il faut revoir tout. C'est vrai, c'est bien de se lancer à moyen terme sur le transfert interbassins, sur la construction de nouveaux barrages qui sont inscrits dans le programme de barrages, oui, dans le programme d'approvisionnement et d'irrigation. Le dessalement aussi, bien que le dessalement, c'est vrai, ça va soulager le pays en matière d'approvisionnement potable, mais de là un petit peu à compter pour substituer l'eau d'irrigation, ça reste toujours très coûteux. 6 mètres cubes d'eau, on ne peut pas pour le moment. Mais peut-être dans l'avenir, le coût d'exploitation va être moins cher. On ne peut pas espérer maintenant le généraliser pour remplacer les déficits d'irrigation, parce que ça coûte cher 6 dirhams au mètre cube. On ne peut surtout qu'on s'est habitué à des tarifs pour l'irrigation qui sont quasi nuls. 6 dirhams à mètre cube, c'est encore très cher. Je parle des anciens tarifs de l'eau, des barrages et autres sources. Donc, on ne peut l'envisager que pour des cultures. Mais bon, c'est trop tard. On ne va pas revenir on ne va pas ni récupérer cet argent, ni. Mais en tout cas, effectivement, ça reste handicapant. On en a parlé tout à l'heure. Le coût de l'énergie représente pas un frein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui rend ces projets de dessalement de l'eau un peu compliqués pour qu'ils soient compétitifs et vraiment efficaces et performants. Mais ceci étant dit, on peut l'envisager pour certaines cultures à très très haute valeur ajoutée qui sont destinées à l'export. Mais ça va être très très limité. On ne peut pas le généraliser à toutes les cultures. Donc peut-être à long terme, peut-être avec la baisse des coûts d'investissement et d'exploitation, et surtout de l'énergie, peut-être on peut espérer un petit peu que l'eau de dessalement va un petit peu constituer une alternative, un petit peu pour l'eau d'irrigation. À long terme, mais pas à court terme, pas à moyen terme, mais surtout pour l'eau d'irrigation. Professeur Streri, un dernier mot sur justement la gouvernance, sur la transparence et sur la vigilance. Moi, je pense que cette crise lourde et qui dure maintenant plusieurs années, il faut qu'on l'utilise comme une opportunité pour être évident. Il faut qu'on convienne avec nous-mêmes que, il est illusoire de compter sur un essor du secteur agricole sans davantage de prélèvement d'eau. Et comme on n'a pas cette eau, donc il va falloir qu'on décrète qu'il faut réviser à la baisse les ambitions du secteur agricole. Et et là je lance un peu un appel à ceux qui sont actifs, les opérateurs du secteur agricole, il faut repenser toute l'ingénierie agricole dans ce pays par rapport à des niveaux de précipitation qui sont en baisse. On est à 250, 300 mm. Quelle agriculture on peut faire? C'est repenser le choix des variétés agricoles, les assolements. Puis moi, je vais le dire, et il faut oser le dire, on ne va pas trouver les solutions chez nos voisins, notamment du Nord. Ce n'est pas du tout la même agriculture. On est sur l'obligation d'une transition agroécologique sous très forte contrainte hydrique. Et il faut que nos institutions de recherche, que nos think tanks, que nos opérateurs, parce que j'ai parlé tout à l'heure, on parle de plusieurs millions de personnes. Il faut que tout ce monde s'asseye autour d'une table et qu'on discute de quelle agriculture on va pouvoir faire à l'avenir, parce qu'il y va quand même de l'entretien de nos territoires. Et nos territoires, c'est notre identité. Le drame majeur, ce serait que nos territoires se vident parce qu'il n'y a plus d'eau, parce qu'il n'y a plus d'eau à boire. Et c'est pour ça, tout à l'heure, vous avez bien fait d'insister. Les pouvoirs publics se sont engagés à mener au moins des citernes d'eau pour que les gens restent dans les villages. C'est fondamental, parce que si nos villages se vident, on va être face à des déserts ruraux, et c'est ce qu'il faut surtout éviter. Oui, exactement, cet exode rural. Alors, prochaine action, Samira El-Hawat. Oui. C'est la réunion d'hier avec Sa Majesté. Donc, c'était la mise au point sur l'état d'avancement des projets et des mesures d'urgence déjà initiées, déjà réalisées en partie. Donc, la prochaine étape, c'est de continuer sur le même élan, sachant que la conjoncture, c'est toujours la même, il n'y a pas un changement. Donc, on n'a pas encore, je dirais, en vue un changement de situation hydrique. Donc, c'est de continuer, c'est de pouvoir œuvrer ensemble pour satisfaire les besoins prioritaires, notamment l'eau potable, à travers tout le Maroc. Et puis, je rajoute, c'est que décrire
crise naissent les progrès. Et donc là, ce qu'on voit actuellement, c'est le comportement des gens, je dirais agriculteurs, simples citoyens, n'est pas proportionnel à la conjoncture actuelle hydrique. Donc on voit toujours qu'il y a des gaspillages, on voit toujours qu'il y a des pertes d'eau énormes. La surexploitation. Voilà, donc actuellement, c'est l'occasion de pouvoir travailler ensemble, bon, je dirais médias, société civile, institutions de l'État, pour pouvoir déjà inculquer des modes de gestion et de consommation d'eau économe, sachant qu'on est dans un contexte de rareté qui va encore continuer dans les années à venir. Donc c'est l'occasion pour pouvoir, bien sûr, inculquer ces habitudes, cette politique, ou bien, je dirais, cette façon de faire avec la ressource en eau. Et puis, Il faudrait qu'il y ait un département de l'eau dans tous les ministères. Oui, oui. Parce qu'ils sont tous concernés. Tourisme, bien sûr, oui. Agriculture avec un grand A. Oui. Parce que c'est la plus absolument, assoiffée. c'est une affaire de plusieurs départements, ce n'est pas uniquement du ministère. Le ministère, il est chargé des infrastructures, de la planification, mais la gestion elle-même, il y a plusieurs intervenants là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il est temps aussi de prendre en compte toutes les planifications, les études qui émanent de votre ministère ? Oui, oui. Il y a le plan national de l'eau qui est établi par notre ministère. Donc, c'est un plan jusqu'à l'horizon 2050 actuellement. Et ça devient un document... On a des certitudes jusqu'à 2050 ? Oui, on se base sur des simulations, sur des scénarios, donc les plus pessimistes, des plus, je dirais, normaux, donc pour pouvoir bâtir des plans d'action qui répondent à chaque circonstance. Et ça devient un document imposable à tous les départements, que ce soit l'industrie, l'agriculture, le tourisme, parce que l'eau, c'est au cœur de toutes les stratégies, et, je dirais, sectorielles. Et puis, on a parlé de la sensibilisation, donc une composante importante, c'est la communication. Et donc là, Sa Majesté, hier, il a insisté sur le pouvoir de communiquer, d'informer la population sur la situation d'une manière continue, d'une manière transparente. Et là, c'est juste pour citer qu'il y a une plateforme qui a été établie par le ministère de l'équipement de l'eau, qui s'appelle MEH Dielna. Donc, il est accessible à tout le monde. Et il y a des données au jour le jour sur la situation des barrages, sur les apports, sur c'est-à-dire la situation hydrique, pour que les gens soient sensibilisés. On ne dit pas qu'on est en situation de stress, c'est juste pour amplifier la chose. Mais là, vraiment, on est en situation de crise avec chiffres à l'appui. Chiffres de la demande et de l'offre. Oui. Enfin, de l'offre et de la demande. De l'offre essentiellement. Voilà de combien on dispose et voilà combien on consomme. Non, il n'y a pas. Voilà combien on dispose. Peut-être à intégrer aussi pour qu'on comprenne vraiment combien d'eau on consomme. La demande, il y a plusieurs départements qui en tiennent l'information, donc ce n'est pas uniquement le ministère de l'équipement de l'eau. Mais l'essentiel, c'est voilà ce qu'on a aujourd'hui. En comparaison avec ce qu'on a l'année dernière, ce qu'on avait il y a 10 ans, ce qu'on devrait avoir en moyenne, et ça donne déjà des indicateurs assez parlants à la population. Merci beaucoup, en tout cas, Samira Houat. Merci d'avoir partagé avec nous cet avancement du plan d'action du ministère, mais aussi du plan d'approvisionnement en eau potable de notre pays. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci à vous également, professeur Srairi, professeur Hiba. Merci. Merci et on souhaite, Inch'Allah, bihawlillah, la clémence du ciel et des pluies qui seront salvatrices et qui vont sauver non seulement la campagne agricole, mais aussi nous sauver d'une situation, Allah, très critique et d'une crise hydrique. Merci en tout cas à vous pour votre fidélité à notre émission sur Média TV. Très bonne soirée à tous.